Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on fait le récap de l'épisode 4 de Qui veut être mon associé. Sur M6, on va regarder toutes les startups qui sont passées dans l'émission et les analyser à partir des critères d'investissement gagnants. C'est parti. On commence tout de suite avec Foodvisor, la première appli à passer dans l'émission. Et donc Foodvisor, j'en parlais brièvement la semaine dernière dans la vidéo, je l'évoquais. C'est une société dans laquelle nous avons investi avec Léonis Investissement en 2019 et j'en suis très fier. Ça te montre peut-être le type d'investissement qu'on aime faire. Voilà, une boîte ultra scalable avec des fondateurs ultra brillants et une boîte géniale qui a une très forte croissance en France, aux États-Unis, etc. Donc évidemment, je suis un petit peu biaisé, mais évidemment tous les critères sont ultra au vert. L'équipe est absolument brillante, notamment on a vu Charles et Aurore sur le plateau. L'Unfair Advantage est tout à fait respecté puisqu'ils sont les seuls à avoir développé cet algorithme de reconnaissance. Donc quelqu'un d'autre demain qui voudrait faire la même chose, tout simplement ne pourrait pas le faire. Le marché est gigantesque, les gens qui veulent perdre du poids, faire attention à ce qu'ils mangent, etc. C'est entièrement scalable puisqu'il s'agit d'une appli et que énormément de gens peuvent l'utiliser sans augmenter les coûts de Foodvisor. La marge est très bonne, ils vendent donc un abonnement et cet abonnement c'est du pur, comme toujours, enfin comme souvent en tout cas dans le software, c'est de la pure marge, donc c'est du quasiment 100%, donc une excellente marge, avec une valorisation à 8 millions d'euros, alors qui est bien sûr assez élevée, en tout cas relativement plus élevée que ce qu'on voit d'habitude sur le plateau de Qui veut être mon associé, mais en comparaison avec la traction et donc les 1,3 millions d'utilisateurs de téléchargement, et pareil, ça c'était au moment du tournage, aujourd'hui on est plutôt, je crois qu'on a dépassé les 2 millions, avec cette Unfair Advantage qui font qu'ils sont absolument les seuls à avoir cette technologie, une valo de 8 millions, pour moi en tout cas c'est tout à fait correct, et donc évidemment je ne leur mets que des points verts. Bravo Charles et Aurore. Alors tu l'as peut-être vu si tu as regardé l'émission. En fait, c'est assez particulier ce qui s'est passé sur ce plateau pendant Foodvisor, c'est que tout le monde a dit c'est génial, bravo. Catherine Barba a même dit mais c'est vraiment la start-up française par excellence, la réussite française, etc. Ils ont tous dit vous allez réussir, c'est certain, vous allez réussir à lever des fonds, mais personne n'a voulu investir. Quand même ultra surprenant, et la raison qu'ils ont évoquée c'est un peu trop d'argent, il faudrait que vous ayez voir un fonds d'investissement. Bon, j'ai été très surpris, je le reconnais. A priori, s'ils disent que c'est génial, il faut qu'ils investissent. Et s'ils investissent pas, c'est qu'ils pensent que c'est pas si bien. Donc peut-être qu'ils n'ont pas dit exactement ce qu'ils pensaient. Je ne sais pas vraiment. Mais 400 000 euros, c'est pas énormément d'argent. En tout cas, il y en a beaucoup pour qui c'est pas tant d'argent que ça. Ils ont tout à fait les moyens. C'est pour ça qu'ils sont là. Et donc ils auraient pu tout à fait les mettre s'ils avaient envie. Ils ont décidé que non. Bon, voilà, assez étrange ce qui s'est passé, mais en tout cas évidemment bravo. Et donc la levée de fonds de 4 millions qui a été réalisée par Foodvisor après le tournage de l'émission, donc l'émission a été tournée cet été je crois, et ils ont annoncé après ça avait été annoncé en fait il y a déjà un petit moment, une levée de fonds de 4 millions d'euros à laquelle nous avons eu la chance de participer. Et donc j'en profite bien sûr pour te dire, toi qui me regarde, que si tu veux investir avec nous, avec le club privé Léonis, dans des super startups comme celle-ci qui ont une très forte croissance en France et aux États-Unis, tu peux rejoindre le club et investir dans des boîtes différentes bien sûr, mais dans l'idée qui peuvent potentiellement ressembler à Foodvisor. Alors, j'enchaîne avec Combat de Coq. Donc Combat de Coq, c'est un jeu de cartes qui ressemble à peut-être Blanc Manger Coco, qui est le très célèbre et qui est inspiré de Cards Against Humanity, bien sûr, qui est le très célèbre jeu de cartes américain aux États-Unis. Donc Combat de Coq, c'est un jeu de cartes, des boîtes, il y a plusieurs jeux de cartes, c'est made in France évidemment, tout ce qui passe dans cette émission, ils mettent vraiment bien en avant le made in France, bon, ce qui est pas plus mal. Et ils en ont sorti déjà 3 et ils veulent en sortir 3 autres. Donc assez simple, l'équipe a l'air bien parce qu'il y avait 2 cofondateurs, il reste à voir bien sûr leur complémentarité, mais on peut partir du principe que voilà, quand il y a 2 cofondateurs, tu vois ici plein de fois j'ai mis que c'était ok, puis quand il y a une solopreneur, c'est les sans vœux, on va y revenir, j'ai mis que c'était moins bien. Donc Combat de Coq, 2 fondateurs, ok. Unfair Advantage, j'ai mis anyone can do it, c'est-à-dire que n'importe qui peut le faire, il n'y a rien de spécifique, n'importe qui peut créer des cartes et un jeu sur la culture française, il suffit de poser de trouver des questions, mais c'est finalement assez simple, donc c'est pas protégeable. Le marché, lui, il est assez correct et grand, évidemment, les jeux de cartes, bon voilà, c'est un bon marché. Alors, scalabilité, effet d'échelle,
je trouvais ça intéressant parce qu'en fait j'ai mis non oui. C'est-à-dire que en premier lieu c'est un produit physique et donc il n'y a pas une vraie scalabilité comme sur les produits digitaux. Si tu vends ton 10 millième paquet de cartes, il faut le produire. Classique, on a l'habitude. En revanche, ils peuvent tout à fait, et on l'aperçoit ici, en faire une application. Il y a une application de Combat Cop qui est disponible sur iOS et Android. Je sais pas s'ils en ont parlé. Enfin, je crois qu'ils l'ont évoqué. En fait, il me semble que dans l'émission, c'était en projet. Mais voilà, comme l'émission a été tournée il y a plus de 6 mois, bah en fait, elle est sortie, cette application. Et là, tu es sur de la vraie scalabilité. C'est-à-dire que si tu trouves un moyen de gagner de l'argent avec ton appli en faisant du freemium, un jeu gratuit, puis tu payes pour éventuellement aller plus loin, ou etc., et ben là, tu peux avoir des effets d'échelle, effectivement, à 100%. Et donc, ça redevient positif sur la scalabilité des effets d'échelle, ça devient un produit physique. La marge, elle est inférieure à 50%. Ils l'ont évoqué, en fait, ah oui, si ma mémoire est bonne, ils ont dit qu'ils vendaient le jeu 12 € et qu'ils le produisaient aux alentours de 7. Et donc j'en ai déduit que c'était moins de 50%. Mais ça n'a pas été évoqué très clairement, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors pareil, avec une petite réserve, sur l'application, la marge est de 100%. Encore une fois, alors l'application, je pense que c'est pas le cœur de leur business, c'est que c'est un bonus, c'est très bien. Moi, en tout cas, si j'étais eux ou si j'étais investisseur chez eux, je leur dirais de pivoter peut-être uniquement sur l'application pour avoir de la scalabilité, pour avoir une marge supérieure à 50%, etc., etc. Donc sur l'appli, la marge évidemment est de quasiment 100%. Alors, la valo, 530 000 € de valo par rapport à 20 000 jeux vendus, 180 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas mal. Ils ont dû faire un peu moins de 50% de marge, donc ils ont fait peut-être 80 000 € de marge. Donc 530K, on est quand même valorisé à 6 fois la marge. Bon, c'est élevé. Mais bon, c'est pas déconnant. Enfin, évidemment pour moi c'est cher, surtout que c'est un produit physique et que c'est pas protégé. Donc voilà, en fait c'est bon, on peut mettre un peu un oui non. Hein, tu vois, il y a pas de. Après, j'essaie de mettre des couleurs vert, rouge, mais voilà, c'est toujours plus fin que ça, évidemment, et c'est une analyse là que je fais évidemment rapide. Hein. Tu t'en doutes bien, quand j'investis dans une startup, je vais rentrer beaucoup plus en profondeur, mais déjà, ce sont des vidéos assez longues, on a plein de projets, donc je peux pas faire des vidéos qui durent 4 heures. Enfin, je pourrais, mais personne ne les regarderait. Voilà, donc la valo à un demi-million et pas, voilà, ça va, pas déconnante, mais pas non plus hyper cheap. Embalvert, très très intéressant, très sympa comme projet. C'est cet anglais, je crois, qui fait des espèces de papier film qui remplacent des papiers film plastiques, mais à partir de cire d'abeille. Donc assez sympa, et lui je trouve, enfin voilà, je crois qu'il est bien passé à la télé, je trouve. Je sais pas si t'es d'accord, hein. N'hésite pas à me le dire, mais il est bien passé à la télé, il était gentil, sympa, etc. Et donc il vend des emballages, voilà, comme ça, qui ont cette tête là, qui sont assez sympas et qui sont évidemment, au moment où je fais cette vidéo quelques jours après son passage télé, en rupture de stock. Il a bien raison, tant mieux pour lui. Tout est en épuisé. Ah ouais, bah c'est bien. Bon, enfin, c'est assez classique. Donc l'équipe, c'est 2 fondateurs parce qu'il fait ça avec sa femme. Donc ils sont 2. Pareil, reste à voir la complémentarité, mais ils sont 2, c'est déjà pas mal. L'unfair advantage. Donc est-ce que quelqu'un peut le faire? Oui, n'importe qui peut choisir d'aller. D'ailleurs, il a expliqué qu'il n'avait pas du tout inventé l'idée, mais qu'il l'avait reprise du Canada. Donc voilà, n'importe qui peut venir le concurrencer. Comme dit Marc Vanov, n'importe quelle grosse boîte du secteur peut venir le concurrencer avec des meilleurs prix, une plus grosse capacité de production, de distribution, etc. etc. Le marché est absolument énorme, hein. Évidemment, le marché, c'est les gens qui veulent du film plastique dans leur cuisine, hein. Donc c'est quasiment tous les gens qui ont une cuisine, c'est-à-dire quasiment tout le monde. La scalabilité et effet d'échelle, comme d'habitude, on est sur un produit physique, je pense qu'on a compris. La marge est de 75%, ce qui est très bien, et la traction, il a vendu 40 000 €. Alors en fait, il faudrait savoir depuis combien de temps il fait ça. On va essayer de regarder sur son LinkedIn, on va taper Embalvert, on va voir si on trouve. Et voilà, 40 000 €, ça va aussi dépendre de si ça fait 10 ans ou pas. Grand fromage, Embalvert, région de Pau, est-ce que c'est lui? Pas sûr. Alastair Stephen. First French Beekeeper, si c'est ça. Depuis 1 an, donc ça fait depuis le début d'année. 40 000 € de chiffre d'affaires, de traction. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui me regardes, tu peux me dire comme ça? Ouais, c'est pas fou. C'est bof, hein, on va dire bof, mais ça va. Et du coup, la valo à 250K, ça va, parce qu'il a une belle marge, il a une belle traction, il a une belle histoire. Bien sûr, le fait qu'il soit passé à la télé, ça va faire qu'il va vendre plus. Donc la valo à 250 000, ce qui est quand même assez faible, hein. C'est une petite valo, donc c'est bien, il n'a pas été trop gourmand. Et la traction, c'est bof, donc c'est ni vert ni rouge, traque 40 000, bon. Mais en même temps, allez, on va être sympa, on va dire que c'est pas mal, parce qu'il les vend...
Non, ça c'est autre chose et j'y reviendrai. Il les vend, tu vois, à quelques euros. Combien 5 euros. Donc pour avoir fait 40 000, tu vois, il faut en vendre quand même un paquet. Donc il y a quand même une petite traction. Ok ? Très bien. Alors, Urban Circus. Urban Circus, j'étais très agréablement surpris de les voir, très content, parce que en fait, c'est un copain de promo qui a monté ça, Henri. On a fait la même école d'ingé, et donc je l'ai vu démarrer son projet. Et j'avais pas eu énormément de nouvelles depuis, j'avais vu que ça suivait son cours, mais voilà, très content voilà, Henri, si tu me regardes, bravo. Je l'ai recontacté bien sûr à côté de ça. Par ailleurs, évidemment, belle moustache. Je pense que la France entière est d'accord avec moi là-dessus. Donc très sympa de voir que ça se développe et que ça marche bien. Donc l'équipe, c'est 2 fondateurs. Comme d'habitude, il resterait à avoir la complémentarité. Alors l'Unfair Advantage, en fait, j'ai mis Anyone Can Do It. C'est vrai que n'importe qui peut dire bon bah voilà, je fais des vestes. En fait, ils ont dit pendant l'émission qu'ils avaient un peu verrouillé leur producteurs et qu'ils étaient les seuls à pouvoir c'est trop drôle, ça c'est assez marrant, qu'ils étaient les seuls, leurs producteurs, à pouvoir faire ce tissu, ce truc pour eux, et que donc soi-disant personne d'autre pourrait le faire. Donc pareil, je demande un peu à voir, je suis pas sûr. En soi, un truc fluorescent, si tu veux, n'importe qui peut faire une veste fluorescente. Alors c'est vrai qu'elles sont plutôt belles, mais n'importe qui peut faire un autre design, mais un truc fluorescent qui se retourne. En soi, si tu veux, ils n'ont pas breveté une techno de manteau retournable, ça n'existe pas, ou peu. Donc pour l'instant, j'ai mis non. Je demande à voir, peut-être que je me trompe, parce qu'ils ont eu l'air de dire dans l'émission, bah en fait, voilà, on a un truc, les producteurs, qui sont les seuls à pouvoir faire. Bon. À voir. En tout cas, tu le sais si tu as suivi, ils ont eu un super deal. Donc évidemment, bravo à eux. Le marché est énorme, hein, c'est les gens qui sont sur la route en vélo, et en plus, depuis qu'on a les trottinettes partout, notamment les Lime, bien sûr. Et en plus, Lime c'est assorti puisque c'est vert fluo, donc ça va très bien ensemble. Depuis qu'on a les Lime, tout le monde est dans la rue, en trottinette, en vélo, en Vélib, scooter, ce que tu veux. Donc il y a un marché absolument énorme des gens en ville. Scalabilité effet d'échelle, c'est un produit physique comme d'habitude, donc je n'y reviens pas. Comme d'hab, en produisant en grande quantité, quand même, ils pourront avoir une petite scalabilité, des petits effets d'échelle, mais pas autant que sur des produits digitaux. La marge, 45%. Tellement dommage de se taper à un point rouge en étant si proche des 50%. Dès qu'on est au-dessus de 50, je mets vert. Dès qu'on est en dessous, je mets 45. C'est une marge correcte, mais faut pas oublier que dans le vestimentaire, dans ce qu'on appelle le prêt-à-porter, tu as des notions énormes de taille, de stock. Il y a le S, le M, le L, et après tu as le XS, le XL. C'est un peu un enfer, tu as du stock à gérer, etc. Donc c'est pas facile du tout, et avec 45% de marge, parce que ta marge te sert à financer ton stock, c'est pas du tout évident. Ils ont fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 550 000 d'un côté, plus 450 000 avec une commande exceptionnelle, c'est ce qu'ils ont dit à la télé. Et donc 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même assez chouette. Et donc pour 3 millions de valo, par rapport au CA d'1 million, c'est quand même pas dégueu, surtout avec une marge à 45%. Donc j'ai trouvé que la valo était très bien à 3 millions. Et en fait, le deal qu'ils ont eu, c'était finalement sur une valo à 2,5 millions. Parce que, évidemment, Marc et Marc, qui sont les 2 investisseurs qui ont décidé de les suivre, Marc Simoncini et Marc Vanov, si je ne m'abuse, si je me souviens bien, ont négocié, et ils ont eu une valo à 2,5 millions au lieu de 3 millions, donc ils ont eu encore un meilleur deal. Voilà pour ce qui est de Urban Circus. Il nous en reste 3. Accroche-toi, on a presque fini. On passe aux 100 vœux. Alors les 100 vœux, ça a été un deal sur lequel Eric Larchevêque a investi, et j'avoue que j'étais assez surpris. Je l'ai d'ailleurs dit sur Twitter en le taguant Eric Larchevêque, mais il n'a pas répondu, si tu me regardes. Et par ailleurs, j'ai proposé à Eric de faire une vidéo sur ma chaîne YouTube pour parler de sa vision de l'investissement. Je ne sais pas si il acceptera, s'il le fera ou pas, mais en tout cas, ça c'est vraiment un deal sur lequel je serais curieux d'avoir son point de vue, de comprendre. Il a d'ailleurs fait un article sur son blog où il explique sa vision et pourquoi il a investi. Donc voilà, on verra si on peut en faire une vidéo. J'avoue que j'ai été très surpris parce que moi je lui ai mis, tu vois, quasiment que des points rouges, et je vais tout de suite t'expliquer pourquoi. Donc les 100 vœux, c'est une couverture qui est composée de plein de carrés, et chaque membre de ta famille, des proches, des machins, peut en fait faire un carré, proposer un carré avec son propre tissu, et puis il y a un petit livre, et on t'explique la signification. Voilà, le livre c'est ça, on t'explique la signification. Donc il y a un truc assez émotionnel, etc., et c'est en général à l'occasion de la naissance de ton bébé. Voilà. Donc l'équipe elle est toute seule, donc j'étais obligé de mettre un point rouge, c'est une solopreneur. L'Unfair Advantage, effectivement n'importe qui peut le faire, hein. Il n'y a rien qui est protégeable, unique ou breveté ou quoi que ce soit. Si toi et moi demain on s'appelle et on se dit bah voilà, nous on a un partenariat avec une très grande crèche ou une maternité ou je ne sais quoi, et on va faire ça, on peut le faire. Le marché est quand même... alors,
d'un côté, évidemment, le marché des bébés, bon bah, il est énorme, évidemment, mais c'est typiquement le genre de truc où en fait, personne connaît. Alors maintenant que c'est passé à la télé, évidemment, ça va un petit peu mieux, mais la télé, faut pas oublier qu'il y a quand même que 1 million de personnes qui regardent, ce qui est très bien, mais ce qui est pas non plus, faut voir parmi ces gens-là combien de gens ont des enfants, etc., etc. Et c'est quand même un truc où il faut un peu éduquer ton marché, leur faire connaître le principe. Et donc, c'est pas du tout évident. C'est pas un marché existant, tu vois. Le marché des gens, t'as tous les jours des gens qui cherchent des vestes pour être en sécurité en vélo. Tous les jours des gens qui cherchent des produits pour emballer. Et peut-être qu'ils cherchent pas le produit en cire, mais s'ils cherchent un produit et qui voilà. Tous les jours, t'as des gens qui cherchent des jeux de société, mais des gens qui cherchent des couvertures pour leurs enfants avec des gens qui vont mettre des vœux. Bon, donc faut éduquer ton marché. Alors il y a un côté très sympa. Je crois qu'Eric en parle dans son article, c'est qu'en fait comme il y a 100 personnes qui vont participer à la couverture, il y a 100 personnes qui sont au courant et qui donc peuvent à leur tour le faire. Donc il y a un petit côté effectivement viralité, mais en attendant il faut quand même éduquer ton marché. C'est un produit physique, donc il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle. La marge n'a pas été abordée. En fait, je pense que la marge peut-être est bonne puisque c'est 12,90€ par carreau. Donc ça veut dire que 12,9 fois 100 la couverture, elle va lui revenir à 1290€. Je pense qu'elle coûte quand même nettement moins que ça. Mais en même temps, s'il faut chacun les coudre un par un, les découper, les machins, je sais pas exactement. Bon, elle aurait vendu 100 couvertures, donc quand même en termes de traction, c'est pas non plus dingue. Et ça aussi, ça m'a un peu surpris, c'est-à-dire que finalement le modèle est même pas tant prouvé que ça. Moi, je regarde beaucoup quand j'investis dans une boîte. Est-ce qu'ils ont déjà été capables de prouver un certain modèle? Est-ce qu'ils ont été capables de séduire des clients? C'est quand même un point hyper important. Sur le papier, c'est bien beau, mais dans la vraie vie, est-ce qu'il y a des clients qui ont acheté? Et Eric Larchevêque visiblement partage pas ce critère, puisqu'il avait investi la semaine dernière dans les Tontons Afro, qui est un restaurant qui est même pas encore lancé. Donc on sait même pas si les mecs savent ou pas gérer un resto. Et là, on sait même pas si finalement ça intéresse tant de personnes que ça, parce que elle a vendu 100 couvertures, mais 100 couvertures, ça peut très bien être son réseau, ses amis, etc. Du coup, elle a fait un chiffre d'affaires de moins de 20 000 €, qui est quand même très très faible, et une valo à 130 000 €, qui est extrêmement basse, mais par rapport au CA, et bon allez, en fait, j'ai mis non parce que j'étais un peu, voilà, on va dire que la valo 130 000 € c'est tellement bas qu'effectivement elle a pas fait grand chose, mais en même temps la valo est tellement basse que on va dire que ça va. Donc je vais changer mon appréciation que j'ai donnée pendant que je regardais, voilà. Mais encore une fois, assez surprenant, j'ai été assez surpris quand même de ce deal par Eric Larchevêque, mais pourquoi pas, et j'espère, Eric, si tu me regardes, qu'on aura l'occasion d'en parler en vidéo. J'enchaîne avec Noi, qui est cette marque de sauce, différentes sauces, donc de ce couple franco-laotien, un français et une laotienne. Et Noi, c'était son surnom, je crois, elle a raconté. Leur logo est assez marrant. Et ils font plein de sauces différentes avec des espèces de une touche un peu laotienne, les goûts de son pays. Donc l'équipe, on a 2 cofondateurs, j'essaie simplement d'aller sur le site, voilà. Donc saté, sésame, piment, gingembre, avec leur petit chapeau, d'accord, très sympa. Donc comme d'hab, l'Unfair Advantage, n'importe qui peut le faire. Si demain, je sais pas quelles sont les grandes marques de fabricants de sauces, décident de dire, bah nous on sort une gamme laotienne, au gingembre et au sésame et au saté, et bah, ils peuvent le faire. Ils ont déjà toute la distribution dans toutes les enseignes, beaucoup plus que Noi, tous les Monoprix, Carrefour, Leclerc et ce que tu veux. Et donc ils peuvent très facilement quand même leur prendre une partie du marché. Donc ça c'est un gros problème, l'Unfair Advantage. À part ça, le deal était bien ficelé, je trouvais que c'était une boîte quand même pas mal. Le marché, c'est le marché de l'alimentation, il est gigantesque, hein, les gens qui cuisinent avec des sauces, voilà, c'est infini. La marge est de 63%, ce qui est franchement pas mal. Ils ont fait 171 000 € de chiffre d'affaires, 28 000 bouteilles vendues, ce qui est quand même pas rien en quelques mois, et une valo à 400 000 €. Donc tu vois, par rapport à 171 000 € de chiffre d'affaires, une valo ultra correcte, vraiment ultra fair, et pas dégueu. Et d'ailleurs, ils ont eu un deal, je sais plus de qui, on va regarder ça. Évidemment, simplement, il n'y a pas les effets d'échelle et la scalabilité des produits digitaux, puisque c'est un produit physique, comme d'habitude, tu as compris. Et enfin, nous avons Stealing Stop, qui est cet antivol pour voiture qui est assez marrant, qui est donc de la fumée qui se met dans la voiture quand quelqu'un essaye de la démarrer. L'antivol autonome connecté, voilà. Et donc assez marrant, comme c'était assez drôle ce passage dans l'émission. Donc là, ils nous font une démo, très drôle de voir ce qui se passe. Il est en train de tac, et en fait il y a de la fumée, il se dit la voiture prend feu et il s'en va. Très marrant. Donc le mec avait l'air seul, donc évidemment équipe, il faut 2 personnes. L'Unfair Advantage, bon bah voilà, n'importe qui peut le faire, et en particulier le constructeur, hein, si le jour où Renault ou Citroën, qui sont enfin PSA, qui sont les constructeurs français, ou bien sûr Tesla, qui fait beaucoup parler d'eux en ce moment, décide de
mettre ça dans leur voiture, c'est juste un boîtier avec de la fumée, c'est assez facile. Le marché de la voiture, il est gigantesque. La scalabilité, c'est un produit physique. La marge n'a pas été abordée, je trouve que c'est évidemment dommage. Et la traction, c'est très mauvais parce que c'est pas encore lancé. Or, il valorise sa boîte 1,9 million, ce qui est énorme pour un truc qui est même pas encore lancé. J'ai trouvé complètement qu'il abusait et que franchement, et les mecs ont même pas réagi sur le plateau. Les gens lui ont dit ouais bon, etc. Je sais plus s'il a eu un deal. On va regarder ici. Non, il a pas eu de deal. Mais je trouvais ça quand même hallucinant, une valo d'1,9 million. Personne lui a fait la remarque. Mais une valo d'1,9 million pour une boîte pas lancée, franchement c'est déconnant. Voilà pour l'épisode 4 de Qui veut être mon associé. Donc dis-moi en commentaire quelle est ta startup préférée. Reste jusqu'au bout parce que je vais te montrer ça, il y a des stats assez marrants. Dis-moi en commentaire quelle a été ta boîte préférée de la soirée. Foodvisor, Combat de Coq, Emballe Vert, Urban Circus, Les Sans Vœux, Noi ou Stealing Stop. Je te précise que si tu veux investir dans les startups à forte traction, à fort potentiel, à forte croissance, en France et dans la Silicon Valley, eh bien tu peux le faire au sein du club Léonis Investissement. Dans ce club, eh bien je source des deals à titre perso et je te propose, si tu le souhaites, d'investir avec moi dans des deals auxquels je crois, dans lesquels j'investis mon propre argent. Le lien est juste en dessous dans la description si tu veux nous rejoindre. Et puis, je suis tombé sur cet article sur le blog d'Éric Larchevêque, justement, qui est les stats de Qui veut être mon associé épisode 4. Donc là, on a toutes les boîtes qui sont passées. Voilà ceux qui ont eu des deals. Donc les seuls qui n'ont pas eu de deal, c'est Foodvisor et Stealing Stop. Et donc, Combat de Coq, Emballe Vert, Urban Circus, Les Sans Vœux et Noi ont eu des deals. Voilà, Marc Vanov, Delphine André, les deux marques, Marc Simoncini et Marc Vanov, Éric Larchevêque pour Les Sans Vœux, on en a parlé, et Marc Vanov évidemment pour Noi, puisque c'était de la bouffe. J'ai bien aimé ces statistiques. En tout, depuis la saison 1, il y a eu 2,6 millions investis, 17 projets sur 28, donc il y a beaucoup de deals quand même. 61% des projets présentés sont financés. Le plus gros investisseur en volume, c'est Marc Vanov, il a déjà investi 1 million d'euros. Ensuite, on a Marc Simoncini. Et le dernier, c'est Frédéric Mazella. Il est quand même là moins souvent, il a fait que 3 deals, alors que Marc Vanov en a fait 8. Éric Larchevêque, qui est pas là tout le temps, et quand même pas avant-dernier, il est en dessous de Catherine Barba. Donc Catherine Barba, elle est là à tous les épisodes, mais tu vois qu'elle investit assez peu. Notamment, elle a un des ratios les plus faibles, 17%, et avec Delphine André, 17% également. Et donc elles ont fait le même nombre de deals, 5 et 5, mais Delphine André, elle a investi plus. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Merci Eric de faire ces petites stats et je continuerai à les regarder si tu continues à les publier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.